Déjà, je remercie tout le monde d'avoir répondu à l'invitation de Banque El Maghreb pour ce point de presse habituel que nous tenons pour présenter notre rapport annuel sur la supervision bancaire pour l'année 2021. C'est la 18e édition. Comme à l'accoutumée, juste après cette séance de point de presse, vous allez recevoir un dossier de presse dans lequel on va vous remettre la présentation qu'on va dérouler maintenant, ainsi que les communiqués de presse en langue française, arabe et anglaise. Et puis, après cette séance de présentation, nous allons mettre en ligne le rapport de la supervision bancaire au niveau des sites électroniques de la Banque centrale. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer par une partie de présentation et ensuite on entamera une séance de questions-réponses par rapport à cette présentation. Donc, comme à l'accoutumée, notre rapport n'a pas été changé en ce qui concerne sa structure. Dans notre rapport, le point sur l'évolution du paysage bancaire et sa structure sur l'année 2021, on va s'arrêter sur les principaux événements qui ont touché l'activité et la rentabilité des établissements de crédit. On fera le bilan des risques auxquels sont exposées les banques. Quelles ont été les principales nouveautés sur le plan législatif et sur le plan réglementaire au niveau du secteur bancaire. Et on termine avec nos principales actions en tant qu'autorité de réglementation et de contrôle de ce secteur. Donc, en ce qui concerne le paysage bancaire, il n'a pas connu de grands changements en 2021. Donc, nous avons toujours 24 banques conventionnelles et participatives qui représentent 82% du total des actifs du secteur bancaire. Nous avons 28 sociétés de financement, une de plus par rapport à l'année dernière, suite à l'agrément d'une société de financement spécialisée dans l'activité de factoring. Il y a toujours 6 banques offshore, 11 associations de microcrédit, une de moins suite au retrait d'agrément d'un des acteurs du marché, 18 établissements de paiement, 2 de moins par rapport à l'année dernière, suite là aussi au retrait d'agrément à 2 structures opérant dans ce compartiment, et 2 autres établissements de crédit que sont la CDG et la CCG. Donc au total, nous avons 89 établissements de crédit dans le secteur bancaire qui sont sous notre supervision. Sur le plan des répartitions du marché, on a constaté un léger infléchissement des parts de marché entre les banques à capital majoritairement public, les banques à capital privé marocain et les banques à capital majoritairement étranger. Alors évidemment, les banques à capital privé marocain continuent de détenir la part la plus importante avec 63,5%. C'est une part qui a légèrement baissé de 50 points de base, ainsi que celle des banques à capital majoritairement étranger, et cela au bénéfice des banques à capital majoritairement public qui ont vu leur part de marché s'accroître d'un peu plus de 1 point. C'est la même observation qu'on peut faire en ce qui concerne la concentration du secteur par taille d'institution. Et on voit que les 3 plus grandes banques de la place détiennent 62,4%, donc c'est moins que l'année précédente, une baisse de 50 points de base. Les 5 premières banques également détiennent 76,8%, là aussi moins que l'année précédente de 80 points de base, au bénéfice des établissements bancaires de plus petite taille qui ont gagné donc en part de marché. Alors, en termes d'implantation bancaire au niveau national, ce qu'on constate, c'est que le réseau bancaire, le réseau des banques se rationalise. Et ça, c'est quelque chose qui est dû à la place de plus en plus importante qui est prise par les canaux digitaux. Donc, nous avons un réseau de 6056 agences bancaires, donc une fermeture d'un peu plus de 110 agences. Et cela est expliqué par le fait que une part importante des transactions qui passaient par le réseau d'agences physiques ont migré vers les canaux digitaux
applications mobiles ou sites web, et que les clients vont moins dans les réseaux d'agences physiques, plutôt pour des opérations importantes comme le fait de contracter un crédit, de faire une épargne, mais pour les opérations usuelles et les transactions, il y a une part de plus en plus importante qui passe au niveau des canaux digitaux. Ce qui fait qu'il y a eu des fusions d'agences géographiquement proches et donc de plus en plus d'utilisation du digital. En revanche, les guichets automatiques bancaires se sont accrus de manière significative, donc plus de 200 unités, ce qui fait un réseau de 7940 GAB. Du côté des établissements de paiement, vous le voyez, il y a une augmentation très significative du réseau. Ça, c'est dû au fait qu'on a de nouveaux acteurs dans le marché du paiement qui ont démarré leur activité, et ce qui fait que c'est presque 8000 unités, 8000 agents de paiement qui ont été ouverts au cours de l'année 2021. Donc on n'est pas loin de 20 000 points d'accès de paiement au niveau de tout le territoire national. S'agissant du microcrédit, c'est un réseau qui est de l'ordre de 1690 points de vente. C'est un réseau qui a légèrement diminué en 2021, et ça, c'est à mettre en compte par rapport aux difficultés qui ont été enregistrées par ce secteur du fait de la crise Covid-19. Alors en revanche, en termes d'ouverture de compte, la dynamique est restée soutenue. On a au Maroc 31,2 millions de comptes bancaires qui sont ouverts, donc pas moins de 1,4 million de comptes en plus au cours de l'année 2021. Et au total, c'est presque 17 millions de personnes physiques qui sont titulaires de comptes. Ces 17 millions de personnes physiques adultes sont composées à hauteur de 63% d'hommes et de 37% de femmes. C'est un pourcentage qui est relativement similaire à celui de l'année précédente. Si maintenant on regarde le taux de détention de comptes bancaires, c'est-à-dire combien de personnes physiques au Maroc détiennent au moins un compte bancaire, nous en avons 53%, c'est-à-dire 53% des adultes marocains détiennent au moins un compte bancaire. Donc c'est un niveau qui a été maintenu par rapport à l'année 2020. Par contre, nous avons une estimation ou un chiffre différent selon le genre. Les femmes, il y a 40% de femmes qui détiennent au moins un compte bancaire, et il y a 66% d'hommes qui détiennent au moins un compte bancaire. Là aussi, ce sont des chiffres qui ont légèrement stagné par rapport à l'année dernière. Alors, en termes de présence à l'international, la situation n'a pas évolué. Nos banques sont présentes dans 35 pays à l'étranger, dont 27 pays sur le continent africain, essentiellement au niveau des régions de l'Afrique de l'Ouest, où ils sont présents dans 10 pays et où ils détiennent des positions de parts de marché significatives. Elles sont également présentes dans les autres régions d'Afrique, que ce soit l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est ou bien l'Afrique du Nord. Il y a également une présence historique dans 7 pays européens pour accompagner la population des Marocains résidant à l'étranger sans changement, et une présence en Chine, donc dans le continent asiatique. En termes de réseau d'agences, le secteur bancaire marocain compte 1684 agences à l'international, la grande majorité étant située au niveau du continent africain. Donc nous en arrivons à l'évolution de l'activité, et on va d'abord regarder ce qui s'est passé en ce qui concerne l'évolution du crédit. Donc les crédits ont pu enregistrer une progression au cours de l'année 2021, soutenue essentiellement par l'octroi aux entreprises des prêts garantis par l'État, donc les prêts d'Aman Oxygène et d'Aman Relance, qui avaient été décidés par les autorités pour faire face aux impacts de la crise. La progression du crédit globalement a été de 2,8% à fin 2021.
Quand on regarde par agent économique, on voit que cette progression est plus importante pour les entreprises du secteur privé, puisqu'elle a été de 4,2%, et pour les ménages, elle a été de 3,2%. Quand on regarde par objet économique à quoi a servi ce crédit distribué, on constate que le gros des crédits a été soutenu par les crédits de trésorerie, c'est-à-dire le financement des besoins d'exploitation des entreprises et des besoins de leur trésorerie. D'ailleurs, le taux de progression est de quasiment 9%. En revanche, les crédits à l'équipement qui, eux, viennent financer les besoins d'investissement des entreprises sont toujours dans une tendance baissière. Ils ont baissé de 4,4%, ce qui montre que les entreprises ne sont pas encore dans une posture d'investissement dans le contexte et la conjoncture actuelle. Les crédits à la promotion immobilière sont aussi baissiers, avec moins 5%. Le crédit bail est resté assez flat. Pour ce qui concerne les crédits accordés aux ménages, donc que ce soit crédit à l'habitat ou crédit à la consommation, on constate que les crédits au logement ont augmenté de 2,8%, mais c'est en décélération par rapport à l'année dernière. L'année dernière, nous étions à plus de 5%. Il faut dire qu'il y avait eu, en 2020, des mesures prises par le gouvernement pour inciter les populations à acquérir des logements, notamment en termes de droits d'enregistrement. L'année 2021, de son côté, a connu donc une décélération de ces financements. Sur le crédit à la consommation, on a vu une accélération. Là, nous avons les crédits aussi bien octroyés par les banques que par les sociétés de crédit spécialisées, avec une progression de 5%, donc au cours de l'année 2021. Nous faisons le point également sur les mesures prises par les autorités en réponse à la crise, notamment en ce qui concerne les crédits. Vous vous souvenez, donc le comité de veille économique avait permis aux bénéficiaires de crédits qui étaient affectés par la crise de bénéficier d'un moratoire, d'un report d'échéance sur les crédits bancaires. Donc les chiffres les récents nous montrent qu'au global, les banques ont accordé un report à 472 000 particuliers, à 32 000 entreprises, pour un encours de crédit qui excède les 110 milliards de dirhams. À fin mai 2022, c'est les 3/4 de ces crédits qui ont été normalisés et qui donc ont repris le remboursement normal de leurs échéances. Pour le quart restant, ce sont soit des crédits qui sont en défaut de paiement, donc les personnes et les entreprises ne sont plus en mesure de rembourser ces crédits, ou bien ce sont des crédits qui présentent des impayés, mais pour lesquels il y a encore des chances de recouvrement. Sur les crédits d'Aman Oxygène et d'Aman Relance, donc d'Aman Oxygène, je rappelle que c'était un financement qui avait été accordé lors du confinement général pour permettre aux entreprises de parer à leurs dépenses. C'est un programme qui a bénéficié à 38 000 entreprises pour un encours de presque 14 milliards de dirhams. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel de ces crédits de trésorerie ont été transformés en crédits moyen terme, remboursables sur plusieurs années. Pour ce qui concerne le programme Relance, qui avait été accordé pour les entreprises qui avaient suspendu leurs activités et pour les aider à redémarrer après le confinement général, c'est un programme qui a bénéficié jusqu'à fin 2021 à 42 000 entreprises pour un encours de 35 milliards de dirhams. Comme vous le savez, suite aux incertitudes de la conjoncture économique, notamment début 2022 avec l'éclatement de la crise Ukraine-Russie, le comité de veille a décidé de permettre des rééchelonnements sur ces crédits-là pour permettre aux bénéficiaires d'avoir des délais de remboursement plus longs. Alors, Intelaqa, comme vous le savez, le programme de financement de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises, à fin mai 2022, il a bénéficié à 29 000 porteurs de projets pour un encours de 7,1 milliards de dirhams, dont 16% ont été destinés à des porteurs de projets femmes
et 17% à des projets dans le milieu rural. Alors toujours dans les discussions sur le crédit, nous menons annuellement, à travers donc, la direction de la supervision bancaire, une enquête auprès des banques et des sociétés de crédit à la consommation pour essayer de voir comment évoluent les caractéristiques des bénéficiaires des crédits à l'habitat et à la consommation. Donc dans le rapport, vous avez trouvé un certain nombre d'analyses détaillées sur les profils de ces emprunteurs. Nous avons mis ici quelques éléments qui nous paraissaient importants. Ce qu'on peut constater, c'est que dans le segment des ménages, ce sont toujours les salariés et les fonctionnaires qui recourent le plus au crédit. Donc comme vous pouvez le voir, les crédits à l'habitat, 43% des bénéficiaires sont des salariés et 37% sont des fonctionnaires. Donc au total, on a près de 80% des bénéficiaires de crédit à l'habitat qui sont soit salariés, soit fonctionnaires. C'est un peu la même image du côté du crédit à la consommation, puisque 48% sont des salariés et 33% sont des fonctionnaires. Quand on analyse les profils des emprunteurs par tranche de revenus, on voit une lecture un peu différenciée entre le crédit à l'habitat et le crédit à la consommation. Pour le crédit à l'habitat, on voit plus les revenus supérieurs à 10 000 dirhams, donc quasiment le tiers des bénéficiaires. Pour les crédits à la consommation, c'est plus la tranche des revenus inférieurs à 4 000 dirhams, donc avec une proportion de 36%. L'analyse par tranche d'âge montre que les souscripteurs à des crédits à l'habitat sont davantage des gens, entre guillemets, jeunes, donc ce sont des 30-39 ans, mais surtout des 40-49 ans, avec le tiers des bénéficiaires. Par contre, pour le crédit à la consommation, c'est plutôt les tranches d'âge élevées, les supérieurs à 50 ans, qui représentent 40% de ces souscripteurs. Donc du côté des dépôts collectés par les banques, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une bonne dynamique de collecte de l'épargne, notamment en ce qui concerne les dépôts à vue. Ils ont progressé de 5% à 1056 milliards de dirhams, donc un taux de progression supérieur à ceux des années précédentes. Quand on voit quels sont les agents économiques qui expliquent cette bonne tenue des dépôts, on voit que aussi bien les particuliers, avec une progression de 3,9%, que les entreprises non financières, avec une progression de 7,9%, soutiennent la collecte des dépôts. Par objet économique, ce sont surtout les dépôts à vue, donc qui progressent à 7,5%. En revanche, les dépôts à terme rémunérés ont continué de baisser, avec une progression négative de 1,5%, qui est à mettre en relation avec les conditions de taux d'intérêt bas de rémunération de l'épargne. Les comptes d'épargne ont progressé avec un niveau intermédiaire de 2,7%. Donc on en arrive à l'évolution des performances et des résultats des banques pour l'année 2021. Ce qu'on a pu constater, c'est que sur base sociale, le rebond de l'économie et le redressement de l'activité, tant de crédit et la bonne tenue des dépôts, a fait que le produit net bancaire s'est redressé de plus de 6%. Du côté des risques, bien sûr, l'année 2021, c'était la deuxième année de la pandémie, donc il y avait encore un risque important en termes de sinistralité, mais il a été quand même plus faible que l'année précédente. Donc on a une baisse partielle du coût du risque. Donc ces deux évolutions ont permis au résultat net de se redresser de manière significative à près de 76%, ce qui a permis de dégager 12,1 milliards de dirhams de résultats nets. Comme vous pouvez le constater, c'est le niveau qu'on avait en période pré-crise. En ce qui concerne les marges, donc les marges se décomposent d'abord en taux de rendement des emplois. Donc le taux de rendement des emplois des banques, que ce soit sous forme de crédit ou que ce soit sous forme d'autres emplois, c'est un taux qui a baissé et c'est normal parce que
Comme vous le savez, les prêts d'Aman Oxygène et d'Aman Relance étaient des prêts qui étaient encadrés en termes de taux d'intérêt, des taux bas, et donc les taux de rendement des crédits et des emplois ont été en baisse. Parallèlement, le coût des ressources des banques a également baissé, du fait justement de l'évolution du mix des dépôts. Comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, les dépôts à vue ont augmenté, les dépôts non rémunérés ont augmenté. En revanche, les dépôts à terme ont baissé, ce qui a permis à ce que les ressources bancaires soient moins chères, et donc qui a permis une baisse des coûts de ressources. Dans l'ensemble, entre la baisse du taux de rendement des emplois et du taux de rendement et du coût de ressources du coût des ressources, la marge globale des banques a baissé d'à peu près 4 points de base. Elle est de 2,87%. Donc nous en arrivons au secteur bancaire participatif. Donc c'est un écosystème qui, malgré sa jeunesse, a été résilient par rapport à la crise Covid-19. Le réseau d'agences est de 176. Il y a 150 000 comptes à vue ouverts qui ont permis la distribution de 14 milliards de dirhams de financement participatif, essentiellement sur le segment de l'immobilier, de l'acquisition de logements. Du côté de la collecte de l'épargne, les dépôts à vue sont de 5,2 milliards de dirhams et les dépôts d'investissement de 1,8 milliard de dirhams. Donc, comme vous pouvez le constater, les ressources collectées auprès de la clientèle sont inférieures aux financements qui sont accordés aux bénéficiaires de crédit, ce qui a amené les banques à rechercher des ressources alternatives, notamment auprès de leurs banques mères. Ce qui est intéressant à observer, c'est l'évolution de la rentabilité de ces banques. Ce sont des banques qui sont jeunes, qui sont toujours dans une phase d'investissement et avec des coûts opérationnels qui sont encore élevés par rapport aux revenus que dégage leur activité. Mais ce qu'on peut constater, c'est que quand bien même le secteur est toujours déficitaire, le déficit dégagé par ce secteur est en baisse continue. Et donc, on est passé d'un déficit de 400 millions en 2019 à 350 millions en 2020 et à 200 millions en 2021, ce qui augure d'une amélioration progressive de la rentabilité de ces banques. Donc, sur base consolidée, en prenant en compte les différentes activités des groupes bancaires, que ce soit la Banque au Maroc, ou que ce soit les filiales spécialisées, ou que ce soit les activités à l'international, nous avons une bonne évolution des indicateurs d'activité et de rentabilité. D'une part, le total bilan qui a progressé de 5%, qui atteint pratiquement 2000 milliards de dirhams de total actif. Nous avons un PNB qui s'est redressé également de plus de 3%, presque 4%. Le coût du risque, à l'image de ce qu'on a observé sur les activités au Maroc, s'est replié partiellement, mais sans revenir au niveau pré-crise. De ce fait, le résultat net part du groupe s'est amélioré significativement de plus 78%. Il faut dire qu'en année 2020, les résultats avaient significativement baissé de moitié. Donc, les banques ont dégagé 12 milliards de dirhams en 2021, donc mieux que l'année première de la crise, mais moins qu'en 2019 en période pré-crise. Alors, un focus sur les activités, les performances à l'international. Donc, ce sont des chiffres qui concernent les banques, les 3 banques ayant des activités en Afrique. On peut constater que la contribution des activités à l'international s'est maintenue en termes de contribution au volume des activités. Donc, on est autour de 23-24% des activités qui proviennent des filiales africaines. En revanche, sur les performances en matière de résultats, on a quelques mouvements qui s'analysent. Donc, en 2020, comme vous pouvez le voir, on avait une progression importante de la contribution des activités à l'international qui avait atteint plus de 40%. Et ça s'expliquait par le fait que les activités au Maroc avaient subi
des baisses de rentabilité largement supérieures à la baisse des performances au niveau du continent africain, qui avait été moins touché par la pandémie, moins touché par les restrictions des autorités sur le plan sanitaire. En 2021, l'activité au Maroc s'est redressée, donc ce qui a permis à cette activité de contribuer davantage dans la formation globale des résultats des groupes bancaires, mais sans atteindre le niveau de 2019. On en arrive aux éléments relatifs au risque bancaire et à la résilience. Ce qu'on a pu constater, c'est que sur cette deuxième année de pandémie, certes, la sinistralité a continué de progresser, donc on a des créances en souffrance qui ont excédé la barre des 85 milliards de dirhams, avec une progression qui reste quand même plus faible en ralentissement par rapport à l'année passée. Donc on a une augmentation de la sinistralité, mais qui ralentit par rapport à la première année de la pandémie. De ce fait, on a un taux de sinistralité, les créances en souffrance représentent 8,5% de l'ensemble du portefeuille de crédit des banques, un peu plus que l'année précédente. Les banques ont continué à provisionner de manière soutenue, donc elles ont des provisions de 57 milliards de dirhams pour couvrir ce risque de 85 milliards, ce qui représente un taux de couverture assez stable, autour de 68%. Sur le plan de la liquidité, la situation des banques a été confortable, avec un ratio prudentiel qu'on mesure à travers un coefficient de liquidité à court terme, qui s'est établi en moyenne sur l'année à 187%, alors que le minimum est de 100%, donc largement supérieur au minimum réglementaire. La solvabilité également présente des indicateurs résilients, avec un ratio moyen à l'échelle du secteur de 15,8%, alors que le minimum réglementaire est de 12%. On va s'arrêter quelques instants sur le secteur du microcrédit. C'est un secteur qui a été, par contre, durement impacté par la crise. Je rappelle quelques chiffres importants. C'est 837 000 bénéficiaires au Maroc de microcrédit, pour un encours de 8,2 milliards de dirhams. La sinistralité a progressé de plus de 200 points de base en 2021, donc elle est aujourd'hui supérieure à 10%. Et le secteur a été déficitaire en 2021 avec un déficit de 65 millions de dirhams contre un déficit plus important en 2020. Donc pour le moment, le secteur continue à enregistrer des pertes. Ces éléments ont amené évidemment les autorités monétaires à décider d'un certain nombre de mesures d'accompagnement. D'abord, la Banque centrale a assoupli temporairement les règles de classification et de provisionnement des microcrédits. C'est une mesure qui a été décidée dès le confinement et qui a été prorogée jusqu'à fin 2022, donc à la fin de cette année. Il y a eu également, avec le ministère chargé des Finances, la mise en place de 2 fonds de garantie gérés par Temwelcom, ex-caisse de garantie, caisse centrale de garantie. Le premier fonds de garantie est censé couvrir les associations de microcrédits pour les microcrédits restructurés et les nouveaux microcrédits qui avaient été accordés par les associations aux acteurs de l'économie informelle qui avaient été le plus affectés par les effets de la pandémie. Et le deuxième fonds de garantie, il est destiné aux bailleurs de fonds des associations de microcrédit pour couvrir les lignes de refinancement qui sont octroyées à ces associations de microcrédit, en particulier celles de taille intermédiaire, pour leur permettre de continuer à bénéficier d'un refinancement, soit auprès des banques marocaines, soit auprès de la société GEIDA, qui est une société spécialisée dans le refinancement des associations de microcrédit. Enfin, la Banque centrale a instauré un mécanisme pour refinancer aux banques les prêts qu'elles accordent aux associations de microcrédit au taux directeur. Alors, en termes d'action de surveillance en tant qu'autorité de contrôle, évidemment,
la Banque centrale a privilégié les priorités qui ont été induites par la crise Covid-19. Et donc, un certain nombre de sujets nous ont occupés. Bien évidemment, ça a été de surveiller tous les impacts de la crise sur l'activité bancaire, en particulier les crédits objets de moratoire, les défauts de paiement. Il fallait également suivre la solvabilité, les fonds propres des banques, examiner les distributions de dividendes des banques avant qu'elles ne soient opérées pour garantir le maintien de la résilience et de l'assise financière de ces acteurs. On a conduit des stress tests du secteur bancaire pour mesurer et évaluer sa résilience par rapport à un certain nombre d'hypothèses de choc macroéconomique. Également, la crise nous a amené à renforcer notre vigilance par rapport aux cyberrisques qui, dans le contexte d'une augmentation de la digitalisation, accroît les risques d'exposition à des cyberattaques. Les risques de blanchiment de capitaux et financement de terrorisme ont été également au centre de notre attention, dans la mesure où il y a un plan d'action national du Maroc pour mettre en œuvre les recommandations du groupe d'action financière internationale. Et enfin, on a dialogué avec les banques sur leur plan interne qu'ils ont élaboré pour gérer une éventuelle situation de difficulté qui pourrait arriver à l'avenir. Ce sont des outils prudentiels que nous mettons en place pour amener les banques à réfléchir à l'avance sur les mesures qu'elles devraient déployer en cas de besoin. En termes également de contrôle, après une année 2020 où nous avons dû suspendre nos missions de contrôle sur place pour les raisons de restrictions sanitaires, en 2021, ces missions ont repris progressivement, tout en ayant été adaptées en termes de format pour observer les précautions par rapport à la situation épidémiologique. Donc il y a eu 26 vérifications thématiques et générales qui ont été menées auprès de 8 banques, 2 sociétés de financement et un établissement de paiement dans des domaines comme le contrôle prudentiel, comme le blanchiment de capitaux et financement de terrorisme, mais également sur des sujets de relations banque-client. Au terme de ces vérifications, et comme à l'accoutumée, les établissements sont tenus d'établir des plans d'action correctifs et de les remettre à la Banque centrale qui en assure le suivi de leur exécution selon les timings prédéfinis. Lorsque cela est nécessaire, il y a des sanctions qui sont prononcées en vertu des dispositions légales. Et cette année, il y a eu 8 sanctions prononcées au niveau tant des sanctions disciplinaires que pécuniaires. Sur le plan de la réglementation, l'année 2020 était aussi une année où nous avions décidé de mettre en pause toute action réglementaire compte tenu de notre priorité qui était accordée à la gestion de la crise. En 2021, avec le retour à une situation un peu plus normale, nous avons poursuivi nos réformes prudentielles pour continuer à renforcer davantage la résilience de nos banques à d'autres sources de risques. Donc, premièrement, nous avons institué un ratio de levier des banques. C'est un ratio qui vise à protéger les banques contre des leviers excessifs. Donc, c'est un ratio qui a été institué en 2021. Les banques le respectent. Elles ont commencé à le déterminer et à le calculer à partir de mars 2021 et à le déclarer à la Banque centrale. C'est un ratio qui doit être au minimum de 3%. La deuxième réforme concerne la limitation ou la prévention contre le risque du taux d'intérêt encouru par les banques. C'est une mesure que nous avons mise en place pour protéger le secteur bancaire contre des scénarios de choc de taux d'intérêt. Donc, dans la pratique, les banques sont invitées à mener un certain nombre de stress tests du secteur bancaire par rapport à différents scénarios d'évolution des taux d'intérêt, 6 au total, et elles doivent veiller à ce que les pertes qui seraient dégagées par ces stress tests, ces 6 scénarios de stress test, à aucun moment n'excèdent 15% de leurs fonds propres. Donc il faut anticiper par des mesures adéquates
de gestion d'actifs et de passifs, de sorte à ce que ces stress tests soient considérés comme étant acceptables en termes de résultats. C'est une réforme qui entre en vigueur totalement à partir du 1er janvier 2023, mais d'ores et déjà, il y a une mise en œuvre progressive qui a démarré depuis 2021 avec des dispositions transitoires. La troisième réforme importante concerne le traitement des actifs immobiliers hors exploitation détenus par les banques. Comme vous le savez, les banques ont été amenées à acquérir un certain nombre d'actifs immobiliers hors exploitation de la part de leurs clients qui avaient des difficultés de remboursement. Donc elles se sont retrouvées avec un stock d'actifs immobiliers et du point de vue du régulateur, nous avons estimé qu'il fallait prémunir les banques contre le risque immobilier et l'évolution des prix de ces actifs. Donc, le périmètre de cette réforme, il couvre tous les actifs immobiliers qui sont acquis, soit par voie de datation en paiement, soit à travers des ventes à rémunérer. Le traitement qui a été retenu, c'est d'exiger des fonds propres additionnels de la part des banques pour couvrir la dépréciation de ces actifs. Et cette dépréciation, elle augmente théoriquement au fur et à mesure que ces actifs continuent d'être détenus par les banques. Donc plus l'actif est détenu dans le temps, plus on estime que le risque est important et plus on demande aux banques de constituer des fonds propres pour couvrir ce risque-là. Donc l'entrée en vigueur, elle a été différenciée. D'un côté, pour le stock qui était détenu jusqu'à fin 2021, les banques ont 5 ans pour appliquer ces dispositions, de sorte à lisser l'impact dans le temps. Par contre, pour toute nouvelle acquisition d'un actif immobilier, il fallait dorénavant appliquer les règles nouvellement mises en place. À côté de ces dispositions quantitatives, il y a eu des règles qualitatives qui ont été instaurées, notamment pour améliorer la gouvernance et la gestion de ces actifs, pour inciter les banques à une gestion plus proactive visant à céder ces actifs dans les meilleures conditions et également à mieux refléter dans les comptes ces opérations. Alors, le contexte de la crise nous a aussi amené à travailler sur 2 sujets éminemment importants. C'est les sujets de durabilité et les sujets de digitalisation. Sur l'aspect durabilité, comme vous le savez, la question du réchauffement climatique, de la préservation de l'environnement, du stress hydrique et de tous ces impacts sur à la fois l'économie mais aussi sur les sociétés, sur les populations, a fait que la Banque centrale a pris très tôt ce sujet dans ses orientations stratégiques. L'année dernière, nous avons édicté une directive réglementaire qui appelle les banques à promouvoir une finance verte qui soit soucieuse des impacts du changement climatique et qui soit soucieuse aussi de la préservation de l'environnement à travers le développement de services, à travers le développement d'une stratégie qui prenne en compte ces éléments. Nous avons également invité les banques à réfléchir à quels pourraient être les risques financiers qui peuvent provenir du changement climatique et de l'environnement. Ce ne sont pas des sujets qui sont simples, mais ce sont des sujets qui nécessitent une réflexion et comprendre les canaux de contagion entre le climat d'une part et la finance d'autre part. En tant que Banque centrale, nous-mêmes, sur le plan opérationnel, nous avons engagé un chantier pour comprendre ces risques financiers qui proviennent du climat. Et ces éléments-là, nous sommes en train, au fur et à mesure, de les améliorer, de les affiner, notamment à travers la veille que nous pouvons faire à l'international sur les bonnes pratiques de la communauté des banques centrales. Et d'ailleurs, nous sommes membres de plusieurs réseaux de communautés de banques centrales qui sont mobilisés sur ces sujets. Du côté du digital, là aussi, la crise nous a montré à quel point il est important de développer davantage les services bancaires et les services financiers digitaux. Notre action en tant qu'autorité de régulation s'inscrit sur 2 orientations, 2 axes. Le premier, c'est comment soutenir et accompagner
c'est la digitalisation des services bancaires. En 2021, nous avons notamment travaillé avec les banques sur l'examen de leur processus d'ouverture de compte en ligne. Et nous avons aussi travaillé sur la préparation d'une directive qui encadre l'usage du cloud par les acteurs bancaires. C'est d'ailleurs une directive qui a été adoptée courant du premier trimestre 2022. Le deuxième axe de notre action, c'est comment on peut contribuer au niveau national avec les autres autorités et les autres parties prenantes pour accélérer et développer des projets nationaux qui vont aider à accélérer les services bancaires digitaux. Et sur ça, nous avons travaillé sur deux sujets. Comment authentifier à distance et en ligne des clients qui veulent faire usage des services bancaires digitaux. Donc, nous avons travaillé notamment avec la CNDP et avec la DGSN sur une offre de services d'authentification à distance qu'on appelle le système de tiers de confiance national, qui va se baser sur les fonctionnalités de la carte nationale d'identité électronique pour permettre aux banques de promouvoir davantage l'usage du digital dans leurs opérations. Nous avons également interagi avec la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, la DGSSI, sur la loi relative à la confiance numérique qui a permis d'assouplir ce dispositif pour un meilleur usage par le secteur bancaire. Alors j'en finirai dans ma présentation avec le dernier sujet, non moins important, qui est le sujet de la relation banque-client. Donc on vous fait une synthèse de notre activité en matière de traitement des réclamations de la clientèle, des établissements de crédit et des demandes de médiation qui sont présentées au niveau du centre de médiation bancaire national. Donc cette première partie vous donne un peu les éléments relatifs aux réclamations vis-à-vis de Banque El Maghreb. Ce qu'on a pu constater cette année, que ce soit pour la Banque centrale ou que ce soit pour le centre de médiation bancaire, c'est que les réclamations qui ont pour objet les conditions de crédit et le recouvrement viennent en tête des réclamations les plus récurrentes. Nous avons presque 50% des réclamations adressées à Banque El Maghreb qui concernent les conditions de crédit et plus de 50% des demandes de médiation qui concernent ce sujet pour le centre de médiation bancaire. C'est quelque chose qui est compréhensible dans la conjoncture, vu les difficultés que peuvent rencontrer un certain nombre d'emprunteurs dans le remboursement de leur crédit. En termes de taux de dénouement du traitement de ces réclamations, on voit que les chiffres convergent globalement entre Banque El Maghreb et le centre de médiation bancaire. On a à peu près 62-63% des demandes qui sont dénouées en faveur des plaignants, le reliquat ayant été jugé non fondé. D'une manière générale et au-delà du traitement des réclamations clients, la question de la relation banque-client et la protection de la clientèle est devenue un sujet important et de plus en plus donne lieu à toute une série d'initiatives de la part de la Banque centrale. Ces initiatives dans différents domaines, tout ce qui a trait à la transparence et à l'accès à l'information sur les conditions bancaires, tout ce qui a trait à la stimulation de la concurrence entre les acteurs, tout ce qui a trait à comment améliorer l'accès aux services financiers par différents segments de la population et les actions relatives à la communication et à la vulgarisation au grand public. Donc je reprendrai un peu ces différents axes pour vous voir sur quoi on a travaillé dans chacun d'eux. Donc en ce qui concerne la transparence et l'accès à l'information, nous avons amené les banques à renforcer l'information au niveau des supports digitaux sur leurs principaux tarifs et dates de valeur. Et nous avons mené un certain nombre d'actions de veille sur les publicités pour appeler les établissements à respecter toutes les dispositions en la matière et avoir des publicités qui soient adéquates et transparentes.
Dans le domaine de la stimulation de la concurrence bancaire, le chantier sur lequel nous avons continué à travailler est celui de la mise en place d'une plateforme pour la comparaison, un comparateur de tarifs bancaires et des dates de valeur. Donc cette plateforme est aujourd'hui finalisée en termes de conception, en termes de développement informatique. Les banques l'ont également alimentée par leurs données. Nous sommes actuellement dans une phase de test et de recette de la plateforme pour vérifier que le dispositif est stabilisé. Et c'est un service qui sera lancé dans les prochaines semaines. Il faut savoir que ce sera un service qui sera gratuit pour les utilisateurs et qui leur permettra de prendre leurs décisions de recours aux services bancaires de manière plus documentée et plus pertinente. En matière d'accès aux services bancaires, nous avons travaillé sur deux segments de population, d'une part les femmes et d'autre part les clients à besoins spécifiques. En ce qui concerne les femmes, il y a eu un projet de recommandation de Banque El Maghreb qui incite les banques à prendre en considération les besoins d'autonomisation de la femme dans leur stratégie et dans leurs produits. C'est une directive qui a été adoptée en mars 2022. Elle porte à la fois sur les règles qui maintiennent l'égalité professionnelle au sein des ressources humaines des banques, mais qui porte aussi sur la promotion de services bancaires adaptés à la clientèle féminine, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Deuxième segment qui nous a intéressés, c'est celui des clients à besoins spécifiques. Nous avons constitué un groupe de travail, une commission avec les banques pour réfléchir aux améliorations qui peuvent être apportées aux besoins de ces clients, que ce soit des handicaps sensoriels ou autres. Nous avons examiné les aspects juridiques, les aspects opérationnels, et il y a un travail qui est en cours pour élaborer une charte interbancaire qui va tracer les engagements des banques dans le service de ces clients spécifiques. Enfin, sur le dernier aspect de communication et de vulgarisation, nous avons intensifié en 2021 l'édiction d'un certain nombre de guides, que ce soit sous forme de livrets ou que ce soit sous forme de capsules vidéo, pour vulgariser un certain nombre de sujets d'ordre bancaire et donner plus d'informations sur les droits et les obligations à la fois des banques et de la clientèle. Cette année, on a travaillé notamment sur la mobilité bancaire, sur le traitement des réclamations de la clientèle, la délivrance des mains levées sur les garanties et d'autres sujets qui sont disponibles au niveau des sites électroniques de la Banque centrale. Voilà, je m'en arrêterai là sur cette présentation. Je vous remercie de votre attention et si vous le voulez bien, nous allons donc passer à la séance des questions. Bonjour, Youssef Ter pour Bourse News et Finance News. Donc j'ai trois petites questions si vous permettez. La première est en relation avec les dations de paiement. À combien se chiffre en milliards le stock des actifs immobiliers détenus par les banques? Ma deuxième question, est-ce que vous travaillez toujours avec la Banque mondiale sur la cartographie des risques climatiques pour le secteur bancaire marocain? Et ma dernière question, comment avance le chantier sur le marché secondaire des créances en souffrance? Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, Sidi. Saïd Naoumi du journal Le Matin. Alors moi j'ai une question par rapport à la finance participative. Donc lors de ces réunions, sur le gouvernement de la Banque centrale avait dit que le secteur de la finance participative n'a pas fait le démarrage escompté et qu'il était question de la création d'une commission avec les acteurs du système pour voir justement les raisons qui ralentissent le développement de ce segment. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Merci. Merci.
Oui, monsieur. Je reviens sur les missions de contrôle. Vous avez mentionné, vous avez infligé 8 sanctions disciplinaires et pécuniaires. Je voulais bien savoir sur la nature des infractions et les agents auxquels vous avez infligé ces sanctions. Merci. Oui, merci. D'autres questions? Oui. Bonjour, Brian Bricville pour Média 24. Moi, je reviendrai sur l'aspect de l'instantanéité des transferts, des virements bancaires, qui a été évoqué le 21 juillet dernier par Banca Marre. Je voulais savoir en quoi c'était important et ce que ça va changer au niveau de l'activité des banques. Monsieur Fagnon. Bonjour, j'ai quelques questions. La première, c'est déjà de savoir s'il était possible d'avoir en fait des résultats un peu plus détaillés des stress tests, des derniers stress tests que vous avez menés en fait sur le secteur bancaire, et s'il était possible en fait de connaître un peu les points de vulnérabilité que vous avez décelés. Je voudrais aussi savoir si parce que en fait la Banque centrale avait annoncé en fait le projet d'encadrement du crédit à l'habitat en imposant certaines limites, LTV et DSTI. Est-ce que ce chantier, vous avez avancé sur ce chantier ou bien où est-ce qu'on en est, quel est l'état d'avancement? Et sur les créances en souffrance aussi, bon, les banques disent que le stock ne baisse pas en fait au rythme anticipé. Quelle est la situation? Quelles sont les projections en fait pour les prochains mois? Merci. Bonjour, c'est Libre la Nouvelle Tribune. J'aurais juste une question sur le rapport entre le Maroc et l'international. Donc, est-ce que au niveau des résultats, on a vu donc la part des résultats internationaux a augmenté en 2020 et 2021, mais on voit donc ça a tendance à revenir à la normale. Est-ce que vous attendez à ce que ça revienne complètement au taux d'avant-crise d'ici les prochaines années, ou est-ce qu'il y aura une évolution? Merci. Bonjour, Souba Mustafa, SNT News. J'ai une question par rapport aux réclamations. Vous avez dit qui concernait plus les conditions de crédit. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur les reproches pour Monsieur Loueli a parlé. Il y a il a exprimé le souhait de sortir de la liste grise en septembre ou en octobre. Est-ce que les banques sont prêtes? Est-ce que au niveau des banques, est-ce que les banques sont prêtes et qu'est-ce que vous faites avec les autres acteurs pour que le Maroc sorte de cette liste? Merci. Je pense que tout le monde a posé des questions. Donc je vais répondre si vous le voulez bien. Alors, donc en ce qui concerne les dations en paiement, c'est un stock qui, après plusieurs années d'augmentation assez rapide, notamment la phase, je dirais 2012 à 2014, 2015 jusqu'à 2017, a beaucoup ralenti. Donc les dations en paiement, depuis qu'il y a eu un effort dans l'encadrement, dans la discussion avec les banques, elles ont compris que ce n'était pas nécessairement la solution qu'il fallait privilégier de manière systématique. Donc on est sur des encours qui sont relativement stables, entre 18 et 20 milliards de dirhams, et ça ne bouge plus autant qu'auparavant. En ce qui concerne le programme avec la Banque mondiale, effectivement c'est un programme qui se poursuit, c'est un programme pluriannuel.
Comme je l'ai indiqué, l'objectif de ce programme, c'est d'essayer de comprendre au niveau du secteur bancaire quels peuvent être les risques qui peuvent être induits par le changement climatique. Qui dit changement climatique dit deux sujets. Le premier sujet, c'est l'émission de gaz à effet de serre. Donc le Maroc n'est pas un grand émetteur de gaz à effet de serre au niveau mondial, mais néanmoins, il s'est inscrit dans la volonté de réduire ses émissions, et ça a été déclaré au niveau des différentes COP, avec des objectifs à 2030 sur le mix énergétique. Mais le Maroc est très exposé aux effets du changement climatique, que ce soit sur le secteur de l'eau, le secteur de l'agriculture, sur la pêche, et donc on est plus, je dirais, exposé aux effets qu'à l'origine du problème. Et donc, il faut comprendre comment ces différents phénomènes peuvent impacter l'économie marocaine, les populations, à savoir les emprunteurs et les entreprises, pour dégager quels sont les canaux de risque vers le système financier. Évidemment, ce sont des risques climatiques qui après prennent la forme de risques de crédit, de risques de liquidité, de risques de marché, parce que typiquement, il peut y avoir des actions en bourse d'une société qui peut être considérée comme étant émetteur à gaz à effet de serre et qui va avoir le prix de ces actions qui va baisser. Ça peut être un risque de liquidité, ça peut être un risque de crédit. L'idée, c'est de dimensionner et d'évaluer ces risques-là et de voir si ce sont des risques systémiques pour le secteur bancaire. Donc le travail se poursuit. Il faut savoir que c'est un travail qui dépend énormément à la fois des données en amont, parce qu'il faut avoir de l'information suffisamment granulaire sur les expositions des banques au niveau régional, au niveau sectoriel, au niveau des branches, des sous-branches. Il faut aussi avoir de l'information au niveau des expositions au niveau spatial, les zones d'inondation, les zones de stress hydrique. Donc il y a un vrai travail sur les données qui n'est pas simple. Et le deuxième sujet, c'est la complexité des modèles pour passer de scénarios climatiques à des chocs financiers. Il faut savoir que les scénarios climatiques, personne ne les connaît. Personne ne sait comment vont évoluer les températures. Il y a des scénarios qui ont été définis par les réseaux de banques centrales à l'international, notamment le NGFS, le réseau des banques centrales pour le verdissement des systèmes financiers, qui essaye de voir quels sont les grands scénarios d'évolution du climat. Et derrière, de voir quels peuvent être les impacts. Il y a deux types de risques auxquels sont soumis les systèmes financiers. Il y a le risque physique, c'est-à-dire qu'il y ait des sinistres et des événements de force majeure qui touchent et les banques et les clients des banques. Et il y a les risques de transition, c'est-à-dire que l'économie est en train de se mouvoir vers une économie verte, et auquel cas, il y aura des secteurs qui vont être gagnants et d'autres qui ne le vont pas l'être, et donc il peut y avoir des impacts là aussi en termes de risque de crédit et de risque de marché. Donc c'est un travail qui est toujours en cours. Nous faisons des itérations avec les banques parce qu'il faut améliorer les données, il faut améliorer les modèles, et on pense que ce sera un travail qui continuera avant d'avoir des choses qui sont relativement stables, comme au niveau international. Sur la réforme sur le marché secondaire des créances en souffrance, alors je pense que le projet il avance bien après une phase où il fallait un petit peu mettre tout le monde autour de la table. Nous avons les différentes parties prenantes qui sont là, que ce soit la Banque centrale, ministère de l'économie et des finances, ministère de la justice, ministère du commerce et de l'industrie. Il y a l'administration fiscale qui est aussi là. Donc il y a un volet plus juridique où là, ce qu'il faut, c'est lever certaines contraintes, notamment pour améliorer le recouvrement des créances, parce que tout investisseur qui viendrait investir dans ce marché a besoin d'avoir certaines garanties de recouvrement, donc sur le plan de la procédure judiciaire, sur le plan de la notification des débiteurs. Il y a un sujet, et là ça avance, on a un prestataire juridique qui nous accompagne dans la préparation des amendements de loi. Le deuxième volet, c'est le volet fiscal. Ce marché, pour pouvoir être créé, il a besoin
d'aménagements fiscaux, que ce soit pour les investisseurs ou que ce soit pour les cessionnaires sur ce marché. Donc nous avons eu des discussions avec l'administration fiscale qui ont auguré de bons résultats et nous continuons avec eux. Le troisième sujet, il est plus d'ordre opérationnel et sur le marché du recouvrement. Comment les banques doivent se préparer pour avoir des systèmes d'information qui donnent toute la donnée nécessaire pour un investisseur à comprendre et à connaître la valeur de ce portefeuille et surtout professionnaliser et mettre à niveau le marché du recouvrement au Maroc. Donc les deux premiers chantiers avancent bien et ce sont eux qui sont les plus prioritaires. Évidemment, les banques, on travaille avec elles sur tout ce qui est système d'information. Donc, en ce qui concerne la finance participative, effectivement, on l'a vu dans les chiffres, ce que nous pouvons voir, c'est que du côté des financements, les choses avancent plutôt bien, puisque les financements de l'immobilier sont de presque 14 milliards de dirhams, donc c'est quand même des évolutions assez intéressantes. Là où on voit que l'activité n'est peut-être pas aussi importante qu'on aurait pu le prévoir, c'est du côté de la collecte de dépôts. Donc l'idée, c'est de comprendre la collecte de dépôts. Donc il y a effectivement une étude qui est engagée avec les acteurs bancaires pour comprendre. Donc il y aura des entretiens avec des focus group auprès de la clientèle pour essayer de poser des questions sur quels sont les éventuels freins à la collecte de dépôts. Est-ce que c'est le maillage du réseau? Est-ce que c'est la sensibilisation et la vulgarisation et la connaissance de cette activité? Donc il peut y avoir toutes sortes de facteurs et donc cette étude va nous aider à mieux comprendre. En ce qui concerne les sanctions, donc effectivement, on a, je pense, 7 sanctions disciplinaires et une sanction pécuniaire qui ont touché des sujets relatifs aux dispositifs de vigilance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement de terrorisme, qui ont touché aussi la mise en œuvre de recommandations de la Banque centrale, essentiellement. Donc, ce sont et les sujets de relations banque-client. Donc, voilà un peu les différents domaines qui ont touché au prononcé de sanctions disciplinaires et pécuniaires. Donc, ça a concerné essentiellement des banques, mais aussi des sociétés de financement. Alors, en ce qui concerne l'instantanéité du virement, effectivement, ça c'est un projet qui va dans le sens de la digitalisation, de fait de réduire les dates de valeur. Donc, je pense que c'est un projet qui est positif pour les usagers du système bancaire. Pour les banques, ça se traduira effectivement en un certain nombre d'impacts sur le plan opérationnel, sur le plan des systèmes d'information, mais aussi sur le plan de la gestion des risques, parce qu'un virement instantané, ça nécessite à ce qu'on puisse bien gérer tout ce qui est devoir de vigilance par rapport au blanchiment de capitaux et financement terrorisme. Donc il y a des filtrages qu'il faut faire en temps réel. Donc il y a des implications sur le plan opérationnel que nous, en tant que régulateurs et superviseurs, regardons de notre côté, aux côtés de nos collègues qui travaillent sur les systèmes et moyens de paiement. Alors, pour ce qui est des stress tests, nous, les stress tests, on les a menés en décembre 2021. Ce qui a été montré, alors nos collègues de la surveillance macro-prudentielle ont aussi mené des stress tests macro, qui sont plus réalisés par la Banque centrale selon des scénarios macro. Nous les menons avec les banques, donc ça veut dire que nous fournissons aux banques les scénarios macroéconomiques à suivre. Donc il y a un scénario de base qui est le scénario central du Conseil de Banque al-Maghreb et un scénario extrême qui simule des chocs plus importants. Les stress tests nous ont montré qu'il y avait une résilience du secteur bancaire, tant au niveau global qu'au niveau individuel des banques. Et les vulnérabilités potentielles pourraient venir évidemment de l'évolution macroéconomique, c'est-à-dire que si la situation continue d'être marquée par des difficultés, que ce soit sur le plan sanitaire ou que ce soit sur le plan des répercussions de la crise Ukraine-Russie, sur l'inflation, sur les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, sur
la hausse des prix des intrants, tous ces éléments sont éventuellement des vulnérabilités économiques qui peuvent se répercuter sur les clients des banques à travers le canal du crédit. Donc ce sont des choses qu'on surveille de près. Pour le moment, les choses, comme je l'ai montré au niveau des chiffres, restent gérables et il n'y a pas de vulnérabilité qui nous préoccupe outre mesure. Mais c'est des choses qu'on continue à suivre de près. Sur le crédit à l'habitat, c'est des sujets qui continuent d'être discutés en interne au niveau de la Banque centrale, entre la supervision bancaire, la surveillance macro-prudentielle. Il y a un monitoring qui se fait sur les loan-to-value. Aujourd'hui, la loan-to-value ne présente pas de préoccupation majeure. Donc, on n'a pas pris de dispositions particulières dans ce contexte actuel, où on est plutôt dans un marché immobilier qui reste assez atone, mais rien n'empêche, parce que si la situation s'emballe et qu'on se retrouve dans des situations comme celle de 2008-2009, où nous avions du crédit à l'habitat qui augmentait à 27-30%, et qu'on est dans une situation de surchauffe, on puisse être amené à prendre d'autres mesures. Mais aujourd'hui, la conjoncture actuelle n'appelle pas à une urgence par rapport à de telles mesures. Sur la sinistralité, certes, il n'y a pas de baisse du stock, mais on n'aura pas de baisse du stock tant qu'on est dans une conjoncture qui reste difficile. Donc, on continuera à avoir un accroissement, mais le point positif, c'est que cet accroissement, il se ralentit dans le temps. Donc, on a, je pense, le plus gros de la sinistralité qui a déjà été constaté par les banques. Mais le plus important pour nous, en tant que régulateurs, c'est qu'il y ait le provisionnement nécessaire derrière et que le projet de marché de créances en souffrance voit le jour pour permettre une sortie et un dégonflement des portefeuilles de créances en souffrance de la part des banques. Alors, en ce qui concerne les projections futures sur la quote-part Maroc, quote-part internationale, c'est très difficile de répondre à cette question pour la simple raison qu'on est dans un environnement très incertain. Il y a de l'incertitude sur la conjoncture Maroc, il y a de l'incertitude sur la conjoncture en Afrique, dans les différents pays. Donc, tout dépendra de l'évolution de la conjoncture. Mais je pense que, d'une manière générale, l'évolution de l'activité bancaire au Maroc va aller en se redressant progressivement. Donc on devrait petit à petit retrouver une quote-part plus en rapport avec la période pré-crise. Mais à quelle vitesse, tout cela dépendra de l'évolution de la conjoncture sur les prochaines années et la levée des incertitudes. Sur le GAFI, la sortie de la liste grise, les banques sont-elles prêtes? Oui, les banques sont déjà prêtes depuis longtemps parce que déjà lorsque la mission GAFI Moine était venue au Maroc pour faire son évaluation, le secteur bancaire a été montré comme étant un secteur en avance qui avait déjà de bons dispositifs de vigilance et donc l'essentiel du plan d'action du Maroc a porté sur d'autres sujets, notamment les sujets relatifs à la réforme de la loi sur le blanchiment de capitaux, des sujets relatifs aux professions non financières, les bijoutiers, les avocats, les casinos, donc qui sont régulés maintenant par un certain nombre d'autorités. C'est aussi lié à des sujets comme l'application par le Maroc des sanctions financières ciblées qui sont décidées par les Nations Unies et la mise en place d'une commission nationale en charge des sanctions financières ciblées au Maroc. Donc tous ces projets ont bien avancé. Il y a eu une commission interministérielle de haut niveau sous la primature qui a suivi la mise en œuvre de ce plan d'action. La Banque centrale s'est beaucoup impliquée pour coordonner, pour répondre aux questionnements des évaluateurs. Et on a, j'espère, on attend à la sortie du Maroc, en tout cas en septembre, il y aura une évaluation qui sera faite du plan d'action. Et si cette évaluation est positive, elle sera suivie d'une mission de vérification sur place. Donc les gens du GAFI Moine et du GAFI vont se déplacer au Maroc et la décision pourrait être prise lors de l'assemblée plénière du GAFI qui se tiendra début de l'année 2023.
Je pense que j'ai répondu aux questions, à moins que j'ai oublié quelque chose. Oui, je pense qu'il y avait une question sur les conditions de crédit. Alors les conditions de crédit, ça peut être des réclamations sur, par exemple, l'imputation des intérêts de retard, des pénalités. Ça peut être la capacité de remboursement du client qui, dans une situation de difficulté, qui peut demander des reports additionnels ou des abandons de créances. Donc c'est un peu tout ce qui a un rapport avec le recouvrement et l'octroi de crédit. Parfois ça peut être le retard pris par une banque pour répondre à une demande de crédit. Donc il y a des choses sur lesquelles, comme je l'ai montré dans le taux de satisfaction, on arrive à dénouer avec les banques, d'autres où on estime que voilà, les conditions ne sont pas réunies ou la réclamation n'est pas fondée. Voilà. Une question? Oui, s'il vous plaît. Juste par rapport, est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse des dépôts avec une inflation qui accélère, avec des rémunérations qui tendent à baisser pour cette année en 2020? Ce n'est pas un scénario qu'on envisage à ce stade. On peut voir effectivement que sur les dépôts rémunérés, ça peut être un facteur. D'ailleurs, les dépôts à terme sont en baisse, mais ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'année 2021. On a déjà eu une baisse des dépôts à terme depuis un certain temps. Les comptes d'épargne, les comptes sur carnet, c'est plus de la petite épargne. Donc les gens vont continuer à mettre leur argent dans cette petite épargne, quand bien même le taux n'est pas très, je dirais, rémunérateur. Donc c'est surtout au niveau des dépôts à terme. Mais je pense qu'on verra plus de dépôts à vue et peut-être plus de placements dans des instruments financiers alternatifs. Mais au final, on retrouve tous ces éléments dans les dépôts collectés, soit auprès des institutionnels, soit auprès des entreprises qui bénéficieraient de ces placements, soit auprès des assureurs. Donc on n'aurait pas de sortie à l'étranger, c'est ça un peu le risque, ou bien de sortie de trésorerie en cash. Je pense que c'est des choses qui vont continuer à alimenter le secteur bancaire. En tout cas, on ne voit pas de risque à court terme par rapport à ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le taux de crédit en souffrance pour les financements participatifs? Donc vous avez donné le taux de crédit en souffrance pour le secteur, mais pour la finance participative? Merci. C'est un taux qui est très faible, il est moins de 1%. Et il est autour de 0,5, 0,6, hein, si ma mémoire est bonne. Mais on est dans des taux très faibles. Et je voulais justement dire que dans la mesure où c'est des financements du logement, donc les gens tiennent à leur logement et font tout pour essayer de rembourser leur logement. Et ça a été démontré aussi au niveau des chiffres. Juste une autre précision concernant le secteur de la microfinance. Est-ce que les créances en souffrance de la microfinance seront prises en compte dans le cadre du marché de la future structure de défense? Alors, à ce stade, on est plus dans les créances en souffrance du secteur bancaire, mais tout dépendra de l'appétit des investisseurs par rapport à des créances en souffrance. Généralement, les associations de microcrédit sont les mieux outillées pour servir cette population et pour assurer le recouvrement. Parce qu'ils les connaissent, ils ont la proximité, ils se déplacent chez eux, ils savent quelle est leur situation. Ça me paraît difficile que des structures de recouvrement qui ne sont pas dans le domaine du microcrédit puissent avoir cette proximité et cette connaissance de la clientèle. J'ai une dernière question, c'est sur les associations de microcrédit. Est-ce que vous pensez que toutes les associations vont sortir indemnes de cette conjoncture? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de faillite dans le secteur? Alors, c'est un risque qui n'est pas exclu, mais qui diminue parce que on a passé quand même la phase la plus importante de la crise. Ça a été l'année 2020, l'année 2021. Les outils ont été mis en place pour sauvegarder le secteur. On reste vigilant parce que ce sont des associations qui travaillent sur leurs propres fonds propres et qui donc sont alimentées essentiellement par les résultats qu'elles dégagent. Donc aujourd'hui, on a encore quelques déficits qui sont
dégagés par les associations, mais qui sont moindres que l'année dernière. Si par malheur il devait y avoir un défaut, comme la crise de 2009-2010, la Banque centrale prendrait les dispositions pour voir comment préserver évidemment les clients et ces structures-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas de cas sur lesquels nous travaillons spécifiquement dans cette configuration. Bien sûr. Oui, on a parlé récemment de la réglementation des crypto-monnaies. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le stade? Est-ce qu'on pourra avoir une loi l'année prochaine, l'année d'après? Quand est-ce qu'on aura une loi pour réglementer ce secteur? Alors effectivement, c'est un sujet que la Banque centrale a pris à bras-le-corps parce que déjà en tant que régulateur et dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement de terrorisme, ce sont des instruments qui peuvent être extrêmement risqués. Et donc il y a des actions qu'on a menées très vite, d'abord pour sensibiliser les usagers éventuels de ces cryptoactifs aux risques qu'ils prennent, mais aussi pour sensibiliser les banques sur l'usage qui peut être fait de leur compte bancaire pour réaliser des transactions de cryptoactifs ou réaliser des transactions pour le compte d'utilisateurs de cryptoactifs. Donc on leur demande de faire de la veille sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de cryptoactifs pour voir s'il n'y a pas une utilisation indue des comptes bancaires de banques marocaines. Nous avons également d'ores et déjà avec l'ANRF, l'autorité nationale pour tout ce qui est renseignement financier, fait des ateliers de discussion et de travail avec les banques sur ce sujet. Maintenant, effectivement, il vaut mieux réglementer et connaître et savoir de quoi on parle, réguler, protéger les usagers, protéger les acteurs du système financier, plutôt que être dans une forme d'interdiction qui ne nous permet pas d'appréhender ces flux et de mitiger les risques qui peuvent en découler pour les différents acteurs de l'économie. Donc on sera effectivement dans un projet de loi. Aujourd'hui, il est encore prématuré de dire quel sera ce projet de loi, dans quel texte il sera prévu. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on aura un amendement législatif qui va définir ce que c'est que les cryptoactifs, qui va définir quels sont les établissements qui pourront réaliser des opérations sur ces cryptoactifs, que ce soit en termes de placement, de change, de transfert, et quels seront les garde-fous sur le plan réglementaire qui seront mis en place, soit en termes d'enregistrement de ces plateformes, soit en termes d'agrément, soit en termes de contrôle interne, de bonne gouvernance, etc. Donc il y a une étude de benchmark qui a été faite pour voir un peu les pratiques qui ont été adoptées au niveau d'un certain nombre de juridictions qui sont en avance, et nous sommes en train de faire nos choix dans le cas marocain. Je pense qu'on pourra avoir un premier projet d'ici la fin de l'année. Ensuite, sur son adoption, cela dépendra bien sûr du circuit législatif, parce que comme vous le savez, une fois que le projet est prêt, il est introduit au niveau du secrétariat général du gouvernement et du Parlement pour sa discussion. Très bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour toutes les questions. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.